Bienvenue sur notre lab Made in Pot, présenté par toi Emilia. Et toi Thomas? Nous sommes sur ce beau plateau pour que toi, derrière ton écran, tu découvres des reportages stylés, réalisés par des ados curieux qui se posent des bonnes questions. Allons faire un tour pour découvrir l'équipe technique au service de notre émission 100% jeune. Caméraman, vas-y. On compte sur vous les gars, car s'il y a un problème, ce sera carrément votre faute. Alors, pas trop de pression. T'inquiète, on gère. Bon, et chez Swen? Tout va bien, on vous attend et on met plein de commentaires. Oui, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les envoyer sur le chat. Vas-y, ose et lance-toi. Nous sommes à ton écoute. Ne t'inquiète pas, nous répondrons sans problème à toutes les réactions et tous les commentaires car nous sommes très ouverts. Équipe technique, c'est parti pour le générique. Nous avons la chance d'avoir avec nous une journaliste Amaran Extra. Salut Thomas, merci de m'avoir invité. Moi je m'appelle Sherazade et je suis avec vous pour cette nouvelle émission de Melting Pot. Et également Kelly qui va nous dessiner un petit quelque chose en live. Pour l'instant, l'objet de son inspiration reste secret, mais je suis sûre que le résultat que nous découvrirons à la fin de l'émission sera super. Allez Kelly, on compte sur toi pour impressionner tous ceux qui nous suivent. Il est déjà temps de passer à notre premier reportage, grâce à Yanis et Swen. C'est un reportage intéressant qui va tout de suite casser les préjugés que certains peuvent avoir sur les jeunes et leur rapport à l'information. Sur nous, les jeunes. Oui, Alice et Sohen, expliquez-nous un peu plus ce qui vous a motivé à tourner ce reportage. Des jeunes, les yeux rivés sur leurs écrans, à zapper, à scroller. Je connais ce cliché. Nous voulions montrer que ce n'est pas parce que nous ne regardons pas le JT ou BFM TV que nous n'avons pas conscience du monde qui nous entoure. Et oui, nous ne regardons pas que des vidéos de chats amusants ou des chorégraphies sur TikTok. T'es trop tôt. Nous sommes donc allés à Roubaix interviewer deux jeunes journalistes de radio qui nous ont expliqué que les jeunes investissent d'autres plateformes pour s'informer parce qu'elles mettent en avant ce qui les intéresse et les concerne. Mais pas seulement. Zachary et Nera te convaincront mieux que nous. Aujourd'hui, on regarde nos interviews sur YouTube, on regarde nos lives sur Twitch et on regarde nos reportages sur Netflix. Nous les jeunes, nous nous informons pas? Vraiment? N'est-ce pas plutôt parce que nous nous informons autrement et sur d'autres sujets? Nous sommes partis à Roubaix interviewer Zachary et Naira, tous les deux journalistes de Radio Boomerang, une radio qui se présente comme intergénérationnelle. Tous les deux ont répondu à nos questions sur pourquoi les jeunes s'informent sur Internet et nous avons compris qu'ils y trouvaient d'autres sujets. Je pense qu'ils sont surtout sur Internet et ils peuvent peut-être s'intéresser sur l'actualité plutôt musicale ou plutôt sociétale. Et ce sont des sujets qui leur intéressent plus, je sais pas, comme l'écologie, les droits des femmes, la sexualité. Zachary explique ensuite que la culture des jeunes subit moins de clichés et plus prise au sérieux sur Internet que dans les médias traditionnels qui sont moins sensibilisés à ce qui les touche. Je pense qu'il y a un peu un ras-le-bol de manque de représentation. Aussi que pas mal d'idoles des jeunes, dès qu'ils vont à la télé, ils sont pas compris. On prend l'exemple notamment de notre génération, la musique qui marche le mieux c'est le rap, et qu'on voit un paquet de rappeurs quand ils passent dans des émissions qui sont plus des émissions généralistes, des grandes émissions de télé. Ils sont pas pris au sérieux, ou c'est des gens qui ne connaissent rien à leur style de musique. Sur les nouveaux médias, notamment sur Internet, ils vont trouver des journalistes spécialisés dans ce qui leur intéresse, et du coup avec plus de connaissances et du coup des sujets plus approfondis. Et on est dans une génération qui est très alerte sur les questions de lutte contre les discriminations. Et par exemple, tu vas parler avec quelqu'un de 50 ans à la radio, il va faire une remarque. Toi, tu vas trouver ça raciste, tu vas trouver ça homophobe, mais pour eux, c'est pas catalogué comme tel. Alors que nous, notre génération qui est plus sensibilisée à ça, on va moins laisser passer un peu les errances. Voilà. Alors nous les jeunes, nous nous servons d'Internet pour montrer que nous sommes engagés Et déterminés à changer notre image et à informer différemment ce qui nous tient à cœur.
médias traditionnels, ils sont en perte de vitesse et que la nouvelle génération se développe sur Internet et qu'aujourd'hui, tu as des émissions sur Internet qui sont plus vues que des émissions télévisées. Du coup, on est sous-représenté, mais c'est pas grave parce qu'on trouve notre place ailleurs. De génération en génération, il y aura forcément des gens qui vont vouloir expliquer les choses autrement, du coup devenir journaliste. Quand tu es journaliste, tu veux un peu changer le monde. Si vous voulez être journaliste, ne vous découragez pas. En vrai, tu peux le faire si t'es vraiment engagé. Et le public a pas mal réagi sur ce reportage. Sohan, est-ce que tu peux nous partager quelques commentaires? Alors, Miss Peregrine 4, génial. Véronique Caseno, trop bien. Et Eleanor 2410, incroyable travail. Nurx, l'animation est bien faite. Sophie Evo 62, chouette musique. Et Eleanor 2410, bravo pour les jingles. C'est tout. Merci beaucoup. Et on a aussi des questions, je pense que c'est des jeunes qui se reconnaissent un peu dans le reportage. Et il y en a une qui demande « Qu'avez-vous ressenti quand vous avez interrogé des journalistes ?» Déjà, on était quand même assez heureux, on était aussi curieux, car d'un côté, c'était une opportunité genre qu'on allait faire ça plus dans notre vie, et qu'au moins, on voit un peu l'envers du décor des médias et des radios. Et je sais que ce que tu as aimé, c'est le côté un peu intergénérationnel de Radio Boomerang. Est-ce que tu peux me dire aussi pour notre public si vous vous êtes senti un peu frustré d'être mal représenté dans les médias? Pas vraiment, car il y a un peu de terrain, parce qu'il y a les médias un peu traditionnels qui du coup sont vers des médias télé ou papier par exemple. Mais nous les jeunes, nous prenons justement de l'avance sur des médias qui sont un peu genre des plateformes par exemple de streaming ou de vidéos, etc. Maintenant que nous sommes sur Twitch, en train de passer un bon moment, pensez-vous qu'au fil du temps, nous pourrons devenir amis? Twitch nous permet de lancer un sondage. Alors fais vivre le débat en votant sur la question suivante. Penses-tu qu'une personne avec qui tu échanges virtuellement peut devenir un véritable ami? Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Je suis pas d'accord. C'est moi, je ne suis pas d'accord. La réponse est oui. Non. Si. Bon, tu vois, on a besoin de toi pour trancher. Un ami virtuel peut devenir un véritable ami ou non? Qu'en penses-tu? Ton avis nous intéresse car il fera vivre le dernier reportage de notre émission. Alors surtout clique à droite de l'image quelque part. Mais avant de parler du dernier reportage, passons au deuxième. Des jeunes qui s'informent sur des sujets sérieux et pertinents, comme le disait bien Naïra, ne peuvent pas rester indifférents au manque d'eau en Afrique. C'est pourquoi Ismaël et ses camarades ont voulu rapporter les difficultés que les Guinéens peuvent trouver en manque d'eau. Les personnes en 2022 n'ont même pas encore accès à l'eau potable. Oui, effectivement. On s'est intéressé à la question de l'accès à l'eau potable en Afrique. Et on a eu la chance de pouvoir interroger 2 personnes qui ont vécu en Guinée-Conakry. Céline, que l'on a interviewée en visio, et Mamadi, que nous avons rencontré sur son lieu de travail. Regardons. Sophia, Ayoub, Jawad et moi-même, Ismaïl, avons enquêté sur l'accès à l'eau potable en Guinée-Conakry, en Afrique de l'Ouest. Pour cela, nous avons rencontré et interrogé Céline Bukowski, une Française qui a vécu pendant 4 ans là-bas, et Mamadi Kourdé, jeune Guinéen de Macenta, arrivé en France depuis quelques années. En Guinée, normalement, la Guinée, c'est château l'eau d'Afrique de l'Ouest. Mais on n'a pas de l'eau. Je peux voir un quartier, tout le monde vient chercher l'eau au même endroit. Ça, c'est un grand problème. Des fois, tous les matins, je vais accompagner ma femme pour aller chercher de l'eau. On peut faire 2 km entre 3 km comme ça pour aller chercher de l'eau. Mais souvent, il faut que tu vas matin bonne heure, sinon tu ne vas pas trouver de l'eau. Après-midi, il n'y a pas de l'eau. 6 heures comme ça jusqu'à midi, c'est fini. Après-midi, il n'y a pas de l'eau. En Guinée, les femmes en Guinée, ils souffrent beaucoup des problèmes de l'eau. Parce qu'en France, tout le monde en a de l'eau, surtout l'eau potable, il y en a beaucoup en France. Mais en Guinée, il n'y a pas beaucoup de l'eau potable. Moi, j'étais expatriée, c'est-à-dire que j'étais une Française qu'une entreprise
française a envoyé en Guinée. Donc c'était un petit peu différent parce que je vivais dans une résidence pour expatriés où l'eau elle était déjà potable en fait. On avait l'eau courante, on pouvait la boire, elle était traitée en amont. Il faut savoir qu'en Guinée, c'est les femmes qui gèrent toutes les tâches ménagères. Les hommes ne font rien. Donc on est très très loin de l'égalité des sexes et des tâches comme on le voit en France. C'est les femmes qui élèvent les enfants, c'est les femmes qui font manger, c'est les femmes qui lavent la vaisselle, qui lavent le linge. Et donc forcément, ce sont elles qui sont les premières touchées quand il n'y a pas d'eau. Et c'est elles qui doivent faire le plus long chemin. Par exemple, moi j'ai déjà vu des femmes qui portaient des énormes bassines remplis de linge et elles devaient descendre super loin pour aller à la rivière laver leur linge dans la rivière. Il y avait, dans chaque quartier, il y avait une espèce de fontaine qui était quand même assez... elle restait quand même ouverte souvent. Il y avait peu de coupures d'eau sur ces fontaines-là et donc beaucoup de Guinéens allaient servir avec des énormes bidons d'essence. Vous voyez les énormes bidons jaunes qu'on utilise parfois qu'on voit à la télé. Donc ils remplissaient ces bidons et souvent c'était les femmes qui poussaient des brouettes énormes, super lourdes avec énormément de bidons. Donc ça j'ai vu. Sinon j'ai vu aussi que certaines personnes allaient chez les voisins. C'est-à-dire que certains voisins avaient encore l'eau, donc le voisin distribuait son eau. Et tu venais chercher ta petite bassine pour pouvoir au moins laver ton enfant ou faire ta vaisselle, quoi. En fait, ce qui prévaut là-bas dans ces cas-là, c'est l'entraide. On a encore des commentaires qui sont arrivés dans le chat sur ce reportage. Joël. Alors, même tome 4, les présentateurs au top, Canard 0, juste bravo pour tout le travail que vous avez fait. Sophie Evo 62, chouette plateau, bravo pour le décor. Et c'est tout. On a aussi des questions. Pourquoi c'était important pour vous de faire ce reportage ? Eh bien, c'était important car déjà ça nous a tenu à cœur de faire un reportage en rapport avec l'accès à l'eau en Afrique. De plus, on a trouvé qu'on devait parler de ça, de l'accès à l'eau en Afrique, à la façon des jeunes. Et justement, il y a une question sur cet accès à l'eau. Quelqu'un qui demande pourquoi il n'y a pas d'eau l'après-midi. Alors, il n'y a pas d'eau l'après-midi, simplement parce que tout le monde vient le matin. Et le temps que les réservoirs, on va dire, se rechargent, entre guillemets, eh ben, il faut attendre le jour suivant pour pouvoir reprendre la matinée. Peut-être une dernière question. Quelqu'un qui nous demande si ce reportage vous a permis de voir la chance que vous avez en France d'avoir accès à de l'eau potable couramment. Oui, on a remarqué aussi qu'en Guinée, il y avait aussi les femmes qui souffraient, alors qu'en France, il y a qu'à ouvrir le robinet, on peut avoir de l'eau. Il suffit juste de 2 secondes et puis on peut avoir de l'eau. Alors qu'en Guinée, ça peut prendre des heures. Merci beaucoup pour ce reportage. Salma, tu nous as rejoint sur ce plateau pour conseiller une série à tous ceux qui nous suivent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une série que je regarde beaucoup, Stranger Things. Tu la connais certainement parce que c'est la série événement de la dernière saison qui est sortie sur Netflix en mai. C'est une série de science-fiction qui parle de 4 amis, Lucas, Dustin, Mike et Will. Ces quatre amis passent leur temps à jouer à un jeu de société. Un jour, alors qu'ils vont rentrer chez eux, Will aperçoit une créature surnaturelle. Par peur, il s'enfuit, mais la créature la poursuit et l'emmène dans une réalité parallèle. Tout le monde le recherche, ses amis, sa famille, la police, mais ça ne mène à rien jusqu'au jour où Lucas, Dustin, Mike rencontrent une jeune fille dotée de pouvoir.
Quand j'ai regardé Stranger Things, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai d'abord été impressionnée quand je su qu'il y avait un monde parallèle et je sais qu'il y avait même des portails pour y accéder. J'ai aimé car il y a beaucoup d'aventures et des combats. En plus, on est tellement impatient de retrouver Will. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, ce sont les relations entre les amis, car ces 4 amis ont une relation très fusionnelle. C'est une histoire d'amitié qui fait rêver. On aimerait tous avoir des amis comme ça. Je vous conseille de regarder cette série qui est incroyable et qui fait des ravages sur Netflix. Si vous voulez prolonger le plaisir, sachez qu'il existe en plus cette BD qui ajoute des scènes du monde à l'envers que nous n'avons pas vu dans les épisodes de la série. Alors si vous ne connaissez pas cette série, foncez la regarder. Peut-être qu'en découvrant les premières esquisses de Killy, vous vous demandez ce qu'elle est en train de dessiner. Ce serait pas une personne qui nous ferait l'honneur de nous rejoindre ici? Une personne dont le nom sera scandé par tous les beuvrageois quand elle sera à Paris en 2024. Paris 2024? Tu parles des JO? Eh oui, les JO de Paris 2024, la classe absolue. Accueillons tout de suite un sauteur à hauteur de l'équipe de France, ancien élève du collège Paul-Éluard de Beuvrages, triple champion de France cadet, médaille d'argent au Festival olympique de la jeunesse, 4e au dernier championnat senior de France en salle, Mohamed Ali Ben Labib. Bonjour Marie-Mélanie. Ça va? Bienvenue. Ça va, Merci et vous? d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Melting Pot. Mais le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour moi. On est ravis. On a quelques questions pour vous. Ok, let's go. Let's Allez. go, let's go. Alors, quelle sensation de revenir ici dans ce collège? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait tout drôle. J'ai repris les escaliers que je prenais il y a maintenant 5 ans. Et rien qu'en voyant maintenant des surveillants qui y étaient auparavant, mes camarades de classe. Et pour le coup, ça m'a fait tout drôle, mais ça m'a beaucoup fait plaisir, honnêtement. Ouais. Tant mieux. Et clairement content d'être ici. Et puis d'avoir été invité par toute l'équipe. Incroyable, pour le coup. Et sinon, quel élève étais-tu? Attention, on ne ment pas, les profs te connaissent ici là. Ouais. Quel élève était-je? Alors, pour le coup, un élève plutôt assez dissipé pour le coup, on va pas se le mentir, mais franchement, des belles années vécues au collège de Beuvrages, vraiment. Et pour le coup, des souvenirs incroyables, des voyages passés avec certains profs, certaines classes, et que de bons souvenirs. Et jamais eu envie de tout plaquer, de ne faire que du sport? Pour le coup, non. Non, parce qu'il faut savoir que justement, le double projet, en tant que sportif de niveau, très important. Et pour le coup, pour ma part, on n'a pas tout plaqué, comme tu le dis, pour le sport. On n'a pas tout plaqué. Actuellement, on est en 2e année de licence management pour obtenir ma licence à côté de, pareil, mon projet sportif. Donc l'objectif principal, qui sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on n'a pas tout plaqué et on espère mener à bien ce double projet et faire les choses comme il se doit. Okay. Yes. Oui, parfois il arrive que certains élèves ne trouvent plus la force ou la motivation de continuer leur scolarité, comme va le rapporter notre prochain reportage. Nathanaël, vous avez donc rencontré d'anciens élèves décrocheurs? Salut tout le monde, on va maintenant vous parler d'élèves qui ont décroché. C'est un thème assez récurrent dans les médias depuis le Covid, car les jeunes, isolés chez eux, ont du mal à rester motivés pour les études. Le nombre de décrocheurs a donc augmenté depuis 2020. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas voulu baisser les bras, sont accrochés malgré tout. Notamment quand le micro-lycée de Maubeuge leur a tendu la main pour qu'ils s'élèvent vers la réussite. Écoutons bien ces témoignages surprenants de ces élèves qui vont vous impressionner. Alors mon parcours scolaire, il a été assez particulier. J'ai subi du harcèlement, du coup j'ai décroché. Pendant 3 ans, plus de 3 ans, j'ai été déscolarisé. Seconde, j'ai fait une phobie scolaire. Donc c'est la peur de l'école en fait. J'ai pas supporté le changement entre le collège et le lycée. J'ai été 6 mois en cours et après j'ai arrêté d'aller au lycée parce que je faisais des crises d'angoisse. C'était très compliqué pour moi. Je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je me suis aiguillée vers une seconde générale. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à chuter. La générale, ça ne me convenait pas du tout. Il y a eu le confinement quand j'étais en 3e.
ce qui a fait que j'ai commencé à faire une phobie sociale et phobie scolaire. Que je voulais reprendre l'école déjà, parce que j'ai toujours adoré l'école, donc c'est ma psychologue qui m'en a parlé. J'ai rencontré M. Vonagel, le directeur, et puis tout s'est fait petit à petit. Alors j'ai découvert le micro-lycée pendant le confinement sur internet et recherché comment reprendre les études. Du coup j'ai découvert ce micro-lycée pendant le confinement et j'étais à Paris, mais j'ai pris un appartement. C'est un tout, déjà on n'est pas beaucoup en classe, on est un effectif moins important. Il y a la proximité avec les professeurs et les autres élèves. On est tous amis même avec les profs, en fait on vient amis, on va manger avec eux midi, puis même ici on va avec eux. Donc on crée un lien, on a un peu comme un cours particulier avec le prof, donc on avance plus vite. Les forces, je dirais, c'est l'écoute, la bienveillance, l'entraide. Alors les forces du micro-lycée, c'est qu'on est déjà très peu nombreux. C'est l'écoute aussi, l'écoute et la bienveillance, on n'est pas jugés, on a tous eu un parcours compliqué, on en est tous là, on est tous ici parce que ça a été compliqué à un moment au niveau de l'école. Donc oui, franchement, l'entraide, l'écoute et puis la bienveillance. On a quand même un avenir qui est en jeu, donc il nous faut quand même un diplôme. Déjà le bac, c'est le strict minimum pour moi. Et j'aimerais aller même plus voir la licence et voir le master. Déjà, je veux avoir mon bac, c'est un bagage important aujourd'hui. Et puis surtout, je sais déjà très concrètement ce que je veux faire comme métier. Je veux être professeur des écoles. Je veux arriver au bout sans que mes peurs elles me bloquent et elles m'empêchent de réaliser ce que je veux. Je voudrais être journaliste plus tard. Du coup, c'est pour ça aussi que je suis venu ici au micro-lycée. Par exemple, dernièrement, j'ai été prise en immersion avec une journaliste de La Voix du Nord. Ça me tient à cœur. Quand j'ai été déscolarisée, j'avais l'impression d'être toute seule, que le système scolaire complet m'avait délaissée. En fait, quand j'ai trouvé le micro-lycée, je me suis dit on n'est jamais tout seul et il faut toujours s'accrocher à l'avenir et voir plus loin. Il faut juste trouver la bonne filière. Surtout, n'oubliez pas, il faut toujours aller de l'avant. De ne pas abandonner. Il y a de l'espoir, il y a le micro-lycée, il y a de l'écoute, il y a de la bienveillance, il y a des profs géniaux qui sont là pour nous écouter, pour nous comprendre. Donc voilà, la seule chose que je pourrais dire, c'est de ne pas perdre espoir. On a encore des chouettes commentaires, Sohen, qui sont arrivés. Oui, Flora Leco 22, joli reportage très touchant. Merci. C'est vrai que c'est un reportage assez touchant. Peut-être que tu peux nous dire, Nathanaël, pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Parce qu'on se dit souvent que les élèves en décrochage sont des élèves qui s'en sortiront pas dans la vie. Et nous, on a voulu montrer le contraire, qu'il y a des solutions pour eux et qu'ils peuvent reprendre l'école comme les autres et s'en sortir dans la vie. Est-ce que toi, ou autour de toi, pendant le Covid, tu as senti des élèves qui pouvaient décrocher ou qui étaient en train de décrocher? Moi, personnellement, j'ai eu envie de décrocher parce qu'il y a eu beaucoup de travail et pendant le confinement, c'était dur à suivre. Et du coup, là, l'idée, c'était de nous passer quoi? Un message d'espoir? Que tout est possible, on peut reprendre si on s'y met bien. Merci beaucoup, en tout cas. On enchaîne tout de suite avec un autre fait de société, la question de la laïcité. Ce mot un peu compliqué se trouve pourtant dans toutes les salles de classe, puisque tu y passes, on y retrouve la charte de la laïcité. Mais qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Salut tout le monde. Dans ce reportage, on s'est interrogé sur le bord du web. On entend les gens parler de la laïcité étant contre les religions et notamment sur les femmes voilées. Pour cela, on a voulu mieux comprendre en interrogeant 3 personnes, une militante politique, une avocate et notre prof d'histoire EMC. Pour ce reportage, nous sommes allés à la rencontre de 2 jeunes femmes, Asia, qui porte le voile depuis quelques années, et Laïla, une avocate qui a porté le voile pendant près de 2 ans. Nous avons rencontré Asia, militante politique France Insoumise, qui a témoigné de son parcours dans la vie politique en tant que femme voilée. C'est-à-dire que j'avais besoin d'une légitimité de parole, contrer les préjugés, la voile est bête. Du coup, c'était un peu compliqué, je me noyais dans des lectures, dans des livres, pour essayer de me faire voir comme une voilée intelligente, pour contrer les préjugés, etc. Aujourd'hui, ça me fait toujours mal quand on m'insulte, on me traite, sachant que je suis un peu dans le milieu politique. Donc je suis confrontée beaucoup à être sujette à débat et des insultes. Donc je vis mal, ça cause de la déprime, mais on est obligé de vivre avec. Pour moi, c'est-à-dire que
le voile n'est pas contraire à la laïcité. Quand j'étudie la loi, par exemple celle de 1905 qui dit que la République donne la liberté de conscience, donc la liberté de pratique de culte, qu'elle ne salarie ni ne subventionne des religions, je ne me sens pas en contradiction avec la laïcité. Laïla, avocate au barreau de Paris, nous explique en quoi le port de signes religieux et la laïcité ne sont pas incompatibles dans la sphère publique pour les adultes. C'est tout à fait compatible avec un port d'un signe religieux, que ce soit un voile, je ne sais pas, une plus grande croix, enfin, c'est tout à fait compatible. Mais c'est juste que parfois en France, quand on entend dans les médias, etc., la notion de laïcité juridique, elle est souvent déformée. Et là, le problème, en fait, et c'est de là qu'on se dit, ah ben la laïcité, c'est un problème. Mais non, la laïcité en soi, c'est pas un problème. Si elle se cantonne, si elle se limite au monde public, c'est-à-dire aux fonctionnaires, à l'administration, en fait. Mais dès lors qu'on la tire vers le monde privé, et qu'on la brandit en disant oui, c'est la laïcité. Non, dans la loi, c'est pas ça la laïcité. Dans la loi, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut porter le signe qu'on veut, tant qu'on respecte les autres, bien entendu, et que ça porte pas préjudice à l'ordre public, en fait. Pourquoi les élèves et les personnels de l'établissement ne peuvent-ils pas porter de signes religieux au collège ? Il y a des lieux particuliers, comme les écoles, les collèges, les lycées, qui sont publics et dans lesquels les élèves doivent mettre de côté leurs croyances. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir apprendre dans les mêmes conditions. Apprendre à devenir, à se construire comme de futurs citoyens conscients de leurs choix, pour pouvoir faire son propre jugement, sa propre opinion, en tout cas sans être influencé. Il y a des textes pour cela, comme la Charte de la laïcité ou encore la loi de 2004 sur les signes religieux, qui imposent une neutralité religieuse aux élèves. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'ils puissent apprendre dans les mêmes conditions, sur un pied d'égalité, puisque là, que ce soit une fille, un garçon, un croyant ou un non-croyant, peu importe, l'enseignement est le même pour tous. Chaque élève pourra choisir, croire en ce qu'il veut, ou en tout cas se faire son propre jugement. Et quelques nouveaux commentaires sont arrivés, Sohen. Alors, Elcar, les 5e Louvre, Issam en particulier, vous remercie pour ce reportage. Ouais, intéressant, pas facile comme sujet. Salma, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi c'était important pour toi de faire ce sujet-là avec l'équipe Parce qu'on voulait parler que la laïcité n'est pas toujours contre la religion. Au contraire, elle permet de tous mieux vivre tous ensemble dans le respect de chacun. Un message de paix. Merci Salma, merci beaucoup pour votre travail. Sinon, j'en profite pour vous dire d'aller voter au sondage. Pas oublier, s'il vous plaît, et merci. C'est gentil. Yann, qu'est-ce que tu fais ici? Salut tout le monde, si aujourd'hui je suis là, c'est pour faire un petit jeu avec vous dans le chat, Mohamed et Sherazade. Let's go. Compétition. Je vous explique le concept. Je vais vous donner le nom de 5 sportifs et vous allez devoir deviner le jeu qu'ils ont pratiqué et qu'ils ont remporté. Et si besoin, je vais vous donner des indices et j'ai des images. Ok. Je vais vous donner un exemple. On essaiera d'être fort. Si je vous donne le nom de Usain Bolt, vous pensez à quoi? Usain Bolt. Pour le coup, Usain Bolt, je penserais au sprint. C'est le 100 mètres. La vitesse, le 100 mètres, c'est ça. Le 200 mètres aussi. Ouais, le 200. Mais attention, ces sports ne sont plus présents pour la majorité aux JO et ils risquent de vous surprendre. Ouais. Et c'est parti, premier sport. Ok. Je suis Léon Lunden, je suis belge, j'ai remporté ma médaille en 1900 à Paris. Et regarde la photo, ça peut aider. Un fusil. En 1900 à Paris, que je me souviens un peu ce que je faisais à ce moment-là. J'étais pas né, mais pour le coup. Moi, je dirais que c'est du tir, je sais pas. Ouais, du tir à l'arc. Non, je dirais plutôt du tir, avec clairement. Non, pas exactement ça. Pas du tout. C'est quoi? Du tir au pigeon. Ouais, c'est ça, bien. du tir au pigeon. Ilan, Tir au pigeon? tu as le droit de participer? Bah non, vous avez pas le droit, vous connaissez déjà les réponses. Ouais.
Donc ça fait un point pour moi. Tir au pigeon. Déjà, enfin, On enchaîne. Bonne réponse, tir au pigeon. bravo. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est ça. Il y a eu ça qu'une seule année. Donc tu me dis que c'était un sport olympique. Ouais. Tir au pigeon. Ouais, une seule année par contre. Et pourquoi ils ont Qu'un arrêté? an. Bah parce que c'était trop violent. Ouais. Ils ont même arrêté la pratique en 1976. Puis l'abattage de pigeons comme ça, C'est pas très gentil. c'est sûr. C'est sûr. Deuxième sport. Yes. Je suis George Canning. J'ai eu ma médaille avec mon équipe britannique en 1920 et mon sport était au JO entre 1900 et 1920, donc la dernière année. Ouais. Et petit indice, c'est aussi un jeu pour enfants. Tiens l'image. Chouk. Ils sont assez musclés. Assez costaud. Ouais. Assez costaud, Ouais, je c'est peux même pas la du faire rugby. voir. C'est pas du Ouais. rugby aussi. Ouais. Bah pour le coup, moi je dirais bon assez balèze quoi. C'est pas du rugby, tu me dis. Non, c'est pas du rugby. Et si tu veux un indice, une corde. Une corde. Ah si, j'ai le sport en tête, mais j'ai pas le nom. Pour Moi, le je coup. dirais tir à la corde. Je tire à la corde. Ouais, c'est ça. C'est simplement ça. Elle est trop forte sur ça. T'as le nom, incroyable. 2-0 pour elle. Ah oui, Bah ouais, c'est ça. 1, 2, c'est ça. Ah non, mais faut que je me réveille là. Non, faut que je me réveille, faut que je me réveille. Ok. Troisième sport. Je suis Frédéric Lane, je Ok. suis australien. Ouais. J'ai eu ma médaille aux Jeux Olympiques 1900 à Paris, donc lui aussi en 1900. Pareil, 1900. Je pense que tout ce qui est 1900 là pour le coup. Ouais, il y a beaucoup On des est jeux pas bizarres. trop. Ouais. Je vois ça. Et tiens l'image, il y a un petit indice, un maillot de bain. Ok, maillot de bain, natation. Natation, non. Natation, pas c'est exactement encore, ça. c'est encore. Mais Qu'est-ce que c'est je un raconte truc en plus de la natation. Tchouk, un truc en plus de la natation. Je dirais de l'aviron. Je dirais de l'aviron. Non, parce qu'il est quand même assez costaud ce monsieur. L'aviron qui est encore, il me semble, dans les Jeux Olympiques actuellement. Donc, ce sport n'y est plus là. Ah bah oui, il y est plus. Il y est Ah, plus. ça va pas, Il y est alors. plus. Il faisait ça dans la Seine. Dans la Seine. Ouais. Dans la Seine. T'as une question à te poser, c'est qui t'a posé, qui a créé le jeu là pour le coup parce que. C'est moi. Bah moi je donne ma langue au chat. Sherazade, Je une donne idée ma langue au chat. Est-ce que c'est possible que ce soit en lien avec des sauts? Bah, Ah, c'est des des- sauts, ouais. Des obstacles? Ouais, des obstacles. Des C'est obstacles, ça, des c'est sauts. ça, vas-y, la réponse. C'est ça? Ouais. Course d'obstacles? Non. De la natation. Natation d'obstacles? Voilà, c'est ça. Natation d'obstacles. Ouais, Pareil. ils allaient dans la Seine, il y avait 2 rangées de barques, ils passaient en dessous de la première et Ok. la deuxième. Ok, puis le premier arrivé. Il a gagné. Ok. Ouais, c'était du 200 Ok. C'est bizarre. Ouais, pareil, bah, ça me. On en apprend Bizarre, tous mais les ça fait jours. quand même 3 points. On en apprend tous les jours, mais ça fait quand même 3-0. Voilà. Et comme on dit 3-0, tu lâches la manette. Donc je sais pas, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Ouais, La remontada la dernière, elle est pour est toi. toujours possible. Ah, c'est la dernière. Ouais. Nous sommes 2 à avoir gagné l'épreuve et nous nous appelons Mutaz Essa Barchim et Gianmarco Tamberi. pour moi. Et nous sommes qatariens et italiens. On va peut-être la laisser. Il a un on grand va peut-être sourire, la donc je pense laisser, qu'il a une réponse. Je sais pas trop Je qu'on sais parle. pas. Ah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que ça te concerne? Tu m'étonnes. Ils disent rien ceux-là. Je dirais des. Tu m'étonnes. Double médaillé. Allez, t'as la Double réponse. médaillé sauteur en hauteur. Ouais, Qui marque c'est- l'histoire des Jeux Olympiques. C'est le son Incroyable. hauteur, c'est le son hauteur. On est Bah, après, il y a double tout médaille pour toi. d'or. Donc 2 mecs sur la première marche, les gars. C'est pas incroyable? 2 mecs sur la première marche. Pour la première fois de l'histoire olympique. L'histoire olympique. Et donc, je vous montre la petite photo. Voilà. Il est tellement fier. Et donc, pour le coup, ça fait tout de même 3-1. Ouais, 3-1, Donc j'emporte ce jeu. clairement. Bravo. Bravo. Bon, cela nous amène à interroger le grand sportif que tu es. Yes, allons-y. Quand tu étais ici, les professeurs et camarades te connaissaient tout comme un basketteur de l'équipe de Beuvrages, mais aussi du collège. Comment as-tu fait la bascule sur le saut en hauteur? La bascule du basket au saut en hauteur. Alors pour le coup, moi, alors ça s'est fait dans la même année. Ça s'est fait dans la même année. Donc je faisais du basket. Alors pour le coup, il faut savoir que le saut en hauteur au collège, je l'ai pratiqué, je l'ai fait. Ça s'est passé en 3e. Épreuve du brevet, il me semble. Épreuve du brevet. Et donc, vous doutez bien que c'était le saut en hauteur. Donc moi et toute ma classe, quelques camarades derrière les caméras. En épreuve de saut en hauteur. Et donc pour la première fois, à ce moment-là, mon professeur était Monsieur VDM pour le coup, et de Valais, c'est ça. Et donc je saute à ce moment-là, je crois 1m80 pour la première fois en hauteur au collège, du coup, à la salle, tout près du collège. Et pour le coup,
c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et puis dans la même année, je fais ma première compétition en athlétisme en passant par le club de Bevrage pour ensuite intégrer le LMA, donc l'île métropole athlétisme, club dans lequel je suis depuis maintenant, depuis 5 ans. Et donc depuis, on a commencé la hauteur. Et il faut savoir que je faisais aussi du basket, du coup à ce moment-là, dans la transition. Et donc au club de Bevrage, 3 ans de basket quand même. 3 ans de basket. Yes. Et très vite, tu as performé avec un triple titre de champion France cadet, puis une deuxième place au niveau européen, champion du monde scolaire. Comment as-tu vécu cette folle ascension? C'est le cas de le dire. C'est vraiment, honnêtement, folle ascension, c'est le terme approprié. Ça s'est passé, tout s'est passé si vite en vrai, hein. On va pas se mentir. Je quitte le collège de Bevrage, puis je débarque à Lille en section sportive où du coup j'ai de nombreuses compétitions UNSS et où en participant en compétition au championnat UNSS, en faisant champion de France UNSS plusieurs fois, j'ai été sélectionné pour les championnats du monde scolaire du coup UNSS. Je suppose que vous devez savoir ce que c'est que l'UNSS. Il doit en avoir aussi ici au collège. Ah oui. Et donc je fais les championnats du monde UNSS en indiv, donc individuellement. Et donc c'est vrai, je finis premier, donc je fais champion du monde scolaire à Marrakech pour le coup. Je n'ai pas ramené la médaille, mais je fais aussi les championnats du monde par équipe UNSS. Donc ces championnats du monde là, ils se sont déroulés en Croatie. Et autant vous dire que c'était incroyable. Et c'était, je veux dire, c'est des expériences qu'on vit et qui nous marquent à vie, quoi. Et non, franchement, honnêtement, c'est des souvenirs inoubliables et des moments passés qui vous marquent, quoi, qui marquent votre carrière en soi. Et c'est vrai que c'était le début pour moi. Le début, et c'est pas fini, j'ai envie de vous dire. C'est pas fini, on espère. Et en 2018, le coup dur. Opération du genou. Pour un sauteur, c'est quand même plus qu'important. Coup dur. Puis juste après le Covid, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Pour le coup, opération du genou, ok. Ce que je me suis dit, c'est que, ok, je me fais opérer du genou juste après les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est des Jeux Olympiques pour les jeunes. Voilà. Comme dit le nom. Donc, ouais, logiquement, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, on doit avoir 18 ans. 18 ans, on participe à nos premiers Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour le coup, moi, ils se sont déroulés à Buenos Aires, donc une ville en Argentine. Ils se sont déroulés en Argentine, donc pareil avec l'équipe de France olympique, l'équipe de France d'athlétisme, etc. Donc c'est mes premiers jeux, quoi, du coup, pour le coup. Et donc suite à ces jeux-là, bilan de santé, etc., examen, et puis pas d'autre choix que de passer par l'opération. Et donc je me fais opérer à ce moment-là, et Covid, comme tu me le dis. Et donc ce que je me suis dit, c'est que le Covid m'aidera pour le coup à revenir plus rapidement. Et c'était l'occasion pour moi, malgré le fait que ça a été une situation sanitaire compliquée pour nous tous, mais ça a été l'occasion pour moi de me rééduquer plus rapidement et de revenir plus vite en forme en gros et revenir plus rapidement sur le tartan, sur la piste. Ouais. Et aujourd'hui on y est, on est en pleine forme et donc on revient bien cette année pour le coup en battant quelques records cette année même et la saison n'est pas terminée. Donc c'est cool. Vraiment. Continuer l'interview. C'est ça. On a terminé et tu sais que le temps passe vite à tes côtés, Mohamed Ali. Très vite. Hein. C'est déjà notre dernier reportage. Déjà. Ouais. Bon c'est parti. C'est parti. Enfin, le reportage qui est essentiel pour nous, celui qui interroge les frontières de l'amitié. Et pas n'importe quelle amitié, on va parler des amis virtuels. N'importe quoi, on ne peut pas avoir d'amis virtuels. Les amis, c'est dans la vraie vie. Sur Internet, les personnes que tu n'as jamais rencontrées, on te dit toujours de t'en méfier. Vu que tu as l'air tellement sûr de toi, je propose que l'on regarde le résumé du sondage. J'espère que vous m'avez pas déçu. Mais attendez, je vais vous les donner tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, ça donne 53% pour le oui, on peut avoir des amis virtuels et 47% pour le non. Désolé Thomas. C'est qui avait raison? Toi, ouais. Ça veut dire qu'on regarde notre reportage? C'est parti.
Justement, nous voulions montrer que les amis virtuels ne sont pas forcément source de danger. On se retrouve tout de suite dans la librairie de Tom, qui a fait de nombreuses rencontres enrichissantes sur Internet et qui a bien nous en dire un peu plus pour casser les préjugés que nous pouvons tous avoir. Nous nous sommes interrogés sur la question des amis virtuels. Notre expérience nous a montré bien souvent des côtés positifs, sans oublier les risques qui sont présents. Nous voilà donc partis en quête d'un être étrange qui pourrait nous éclairer de son expérience. Nous savons qu'il peut être habillé d'une cape avec ses oreilles qui en dépassent, accompagné des fois d'un familier fantastique. Il apparaît aussi sous la forme d'un assassin avec une armure à cornes, ou encore sous la forme d'un avatar à lunettes type manga. On sait également qu'il adore les livres et qu'il en fait son métier. Cette info est sûrement fausse. Gagner de l'argent avec des livres, mais qui achète encore des livres? Pourtant, au détour des 4 chemins, nous l'avons enfin trouvé. Bizarre. Il ne ressemble pas du tout à ses avatars. Nous avons réussi à le bloquer à l'étage pour lui soutirer son expérience. D'après l'enquête de l'Institut de recherche PEW, déjà en 2015, 57% des adolescents de 13 à 17 ans ont déjà eu des amis virtuels. Ce phénomène a été amplifié par les confinements. Pour moi, un ami virtuel, ça serait quelqu'un avec qui j'ai lié une amitié assez forte, mais que je vois très peu en vrai, voire pas du tout, que je n'ai jamais rencontré. Les jeunes se retrouvent de plus en plus sur un jeu vidéo, véritable second univers ou métaverse comme Roblox, Fortnite, LOL et bien d'autres. Ils consacrent maintenant beaucoup plus de temps aux formes de discussion type Discord sur lesquelles ils peuvent échanger avec leurs amis sur des thématiques qui leur sont chères. J'ai beaucoup d'amis virtuels que j'ai rencontrés à travers ces jeux vidéo, notamment Dofus, League of Legends. Je les ai rencontrés vraiment au hasard, au détour d'une quête ou d'un donjon sur Dofus. Puis on a sympathisé une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis on a fini par vraiment super bien s'entendre. Maintenant Discord et puis à l'époque Skype, TeamSpeak et Mumble. Contrairement aux idées reçues, les amitiés virtuelles ne sont pas déconnectées de la réalité. Centre d'intérêt commun, des connaissances en commun. Le chef de ma guilde habitait en réalité à peu près 300 mètres de chez moi. Du coup, donc j'avais 16 ans, lui en avait 23. Du coup, un jour, on s'est dit, vas-y, on se fait un kebab. Et puis, donc on allait manger un truc, on s'est fait un bowling derrière. Et c'est resté un super pote pendant très très longtemps. Des dizaines de milliers de joueurs tomber sur quelqu'un qui habite vraiment à 2 rues, c'est assez improbable. Le choix des amis virtuels sont similaires en bien des points à celui des amis irréels, in real life. C'est exactement pareil avec les gens dans la vraie vie au final. On peut jamais être sûr à 100% que quelqu'un va pas faire un coup en traître ou arrêter d'être notre ami du jour au lendemain. Le fait que ce soit virtuel ou réel ne change rien. C'est peut-être plus simple pour celui qui trahit de le faire si c'est virtuel, puisque il n'y a pas la confrontation et le face-à-face. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du truc, c'est faire confiance à l'autre. Et puis si on se fait avoir, tant pis, c'est la vie. Après, pour ce qui est des relations amoureuses à distance, si j'en ai vécu une, mais c'est pour ça que ça s'est arrêté, parce que ça n'a pas fonctionné. Le rapport de Find Your Tribe nous apprend que 41% des adolescents se sentent plus en confiance sur Internet que dans la réalité. L'écran joue un rôle d'une barrière de sécurité, barrière illusoire. C'est des gens avec qui j'ai passé des moments très forts, niveau émotion. On s'est dit des choses, ça m'a permis de parler de problèmes que j'avais. J'en aurais pas forcément parlé avec de vrais amis ou avec ma famille. Et le fait qu'il y ait le côté virtuel, donc que ce soit un ami mais qu'à la fois ça soit un inconnu, ça m'a permis de libérer un peu la parole. Le problème c'est de savoir vraiment qui est derrière la caméra, derrière l'ordinateur, parce qu'aujourd'hui c'est très facile de falsifier son identité sur internet. Et du coup même moi je l'ai fait, juste pour une vanne du coup. C'était donc dans Dofus, le jeu auquel je jouais, il y a des guildes qui sont des groupes de personnes qui se rassemblent et qui jouent ensemble. Et moi j'étais arrivé dans la guilde d'un copain. Et lui, pour je ne sais pas quelle raison, s'était amusé à dire que c'était une fille et que moi j'étais son frère. Et du coup, pendant 3 semaines, je m'appelais Benjamin, j'habitais à Bordeaux et je m'étais inventé toute une vie.
puis on nous demande des photos et des machins et tout ça. Et c'est super facile à trouver en fait et de faire croire aux autres. Nous avons enfin terminé notre quête sur les amis virtuels. Maintenant, nous avons assez d'expérience pour pouvoir affronter Internator. Et notre invité suscite pas mal de commentaires dans notre chat. Soen, tu nous en partages quelques-uns? Alors, Elkar, super parcours sportif assurément. Et Egin Méline, Emma, Wei, Enza, Eva, Yasmine, le sportif était très intéressant. Tu as ton succès sur notre chat, Mohamed Ali. Et on a aussi quelques questions qui sont en lien avec le reportage qu'on vient de voir. Quelqu'un qui nous demande si, et je crois que c'est le cas pour toi Nathanaël et aussi pour toi Emilia, si vous avez déjà eu des amis virtuels et comment se passaient ces relations-là? Bah oui, j'ai eu beaucoup d'amis virtuels. J'ai eu beaucoup d'amis virtuels. Souvent, je les ai rencontrés sur des jeux vidéo, sur Fortnite, Apex, Rocket League par exemple. On connaît bien. Et j'ai joué une fois, on s'est bien entendu. On a joué une deuxième fois, troisième fois. Et après, au fur et à mesure, on est devenus amis. Et au début, c'est quand je jouais encore à ces jeux, et ben, je communiquais encore avec eux. Mais quand j'ai arrêté de jouer, et ben, ça y est, c'était plus des amis, c'était juste des gens que je connaissais. Et puis voilà, c'était tout. Moi, c'était pas pareil avec lui. Moi, j'ai rencontré aussi mes amis sur les jeux et aussi sur Discord. Mais même si on jouait plus au même jeu, on restait quand même amis parce que ça n'a pas d'importance le jeu pour nous. Et on est toujours amis en ce moment et on fait toujours des appels, on parle toujours, on s'amuse. Et même si on joue plus au jeu, parfois on y joue de temps en temps parce que c'est drôle, on s'amuse bien. Et c'est pas des gens que vous avez rencontrés dans la vraie vie. Ils sont restés virtuels ou en tout cas dans des relations virtuelles. Oui, parce qu'ils habitent trop loin. Ah oui, vous n'avez pas la chance comme dans le reportage d'avoir quelqu'un qui habite à 2 km et vous vous rendez compte que c'est votre ami virtuel. Ça aurait été bien, ce serait proche. Chouette. On va pouvoir parler un peu d'amitié, j'imagine aussi avec pour le coup, vous pouvez nous le dire, hein, dites la vérité. Quand vous nous dites que vous avez rejoué une fois, 2 fois, 3 fois, c'est parce que vous avez perdu la première fois avec vos amis virtuels. Non, il faut le dire. Tu t'es pas fâché avec tes amis virtuels. Une dernière interview. Yes. Un peu personnelle, mais j'imagine que l'amitié tient une place importante dans le milieu du sport. Certains de tes camarades sont-ils devenus des amis proches? Mais carrément, clairement, pour le coup, moi l'athlé, ça m'a fait beaucoup d'amis, en vrai pour le coup. Puis c'est des amitiés et des liens qui se créent à travers plein d'événements et plein généralement les grosses compétitions et les longs séjours, parce qu'il faut savoir que les compétitions elles se font sur une longue durée, une longue période, ça dépend des compétitions. Exemple, je vous ai parlé des Jeux Olympiques de la jeunesse, ces jeux-là se sont quand même faits sur 15 jours, passés dans un grand village olympique. Et je veux dire, à ce moment-là, des amis, tu t'en fais, et puis ça devient après plus que des amis très proches, et avec qui on garde encore contact, hein, clairement. Donc ouais, les amis, on s'en fait, et le sport, ça fait beaucoup d'amis. Ça fait beaucoup d'amis. C'est vraiment cool alors. Ouais. Sinon, une grande échéance t'attend en 2024, les JO de Paris. Est-ce que c'est ton objectif principal? Ouais. J'aurais aimé qu'elle m'attende, comme tu le dis, tu sais, elle m'attende, voilà. Mais pour le coup, ouais, c'est mon objectif. C'est mon objectif, et puis on a pour objectif d'y participer. Et donc on fait actuellement partie des espoirs, donc, et puis de la génération 2024. Donc pourquoi pas y être? On a les qualités pour, on a la possibilité, on est encadré, enfin tout est là. Donc j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à, mais le il n'y a plus qu'à, c'est quand même du travail. Donc ouais, c'est ce que j'ai pour objectif. C'est l'objectif principal. Mais avant ça, il y a de nombreuses épreuves, de nombreuses petites étapes, de nombreux petits objectifs, comme plusieurs sélections. Et notamment cette année, pour moi, les championnats méditerranéens, donc de ma catégorie U23. Et donc step by step, comme on dit, mais le step principal, c'est comme tu l'as dit, les Jeux Olympiques de Paris. On a vu que tu avais lancé une campagne de financement pour te soutenir dans cette préparation. On est loin des bling-bling de certains sports. Comment arrives-tu à tout gérer?
scolairement car tu fais une formation de kiné en même temps que tu t'entraînes. Et financièrement? Alors, il faut savoir que pour le coup, l'athlétisme, c'est pas un sport comme n'est pas un sport collectif. C'est pas un sport collectif où il va y avoir des signatures de contrats à long terme au sein d'un club, etc. Et donc pour le coup, c'est à base de partenariats, sites tels que pour ma part, moi c'est la Métropole, la MEL, ou bien d'autres partenaires encore que je pourrais citer. Mais donc c'est à base de partenariats que se font ces revenus-là. Et donc plus tu as de partenaires, plus tu es accompagné au mieux, moralement, pas que financièrement aussi, il faut le dire. Et donc c'est comme ça que les choses se font. Donc tu as aussi certains contrats qui sont faits avec les clubs, etc. Et puis on n'est pas vraiment sur du contrat club comme plusieurs sports collectifs. C'est foot, basket, etc. Une dernière question. À combien est ton record en compétition? Alors actuellement 2,15 m actuellement. Et j'ai envie de dire c'est que c'est mon record actuel, mais on espérait plus haut. Enfin, c'est l'objectif et c'est cette saison. Il est à 2,15 m là à l'heure où on se parle, mais peut-être que la semaine prochaine il y sera plus quoi. Donc on verra. La semaine prochaine j'ai mes championnats de France élite à Caen. Donc, et tu te donnes un objectif à atteindre de hauteur? Bah pour le coup, il faut savoir que quand on est en compétition, l'objectif qu'on a c'est d'aller le plus haut. Donc l'objectif c'est pas une barre à passer, c'est d'aller le plus haut possible. Et puis à ce moment-là, si tu es capable de battre le record du monde, tu le fais. Mais je veux dire, on n'a pas d'objectif fixé. Et puis bon, il y a certains minima, des objectifs qui sont, enfin c'est des minima. Donc à ce moment-là, c'est une barre qui est sélective en gros, qui va nous permettre de participer à telle et telle compète. Mais je veux dire, comme objectif personnel, celui que j'ai, c'est d'aller le plus haut possible. Donc c'est l'objectif. Si on peut faire mieux que certaines barres, on le fait. On te souhaite. Merci. Quand même. Ouais. Ça veut dire tu peux sauter au-dessus des portes qui fait un 2 mètres. Bah clairement, ouais, c'est ça. C'est ça, mais ce qui est drôle, c'est que c'est tout le temps à ça qu'on compare, tu sais, le saut. Ouais, tiens, bah du coup, tu pourrais sauter au-dessus de cette cabine téléphonique là. Mais ouais, du coup, c'est vrai, je pourrais sauter au-dessus de cette porte-là, pas comme ça, mais ouais, je pourrais. J'en suis capable. Ça laisserait? Rêveur. Ouais, ça ferait, ouais, pour le coup, ça ferait quand même, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et bah, en tout cas, pour le coup, c'est peut-être un step de passer une porte, mais l'objectif principal, c'est de passer une porte bien plus haute. Et ça, on l'espère. La hauteur, je ne sais pas, mais on t'attend avec une médaille à Beuvrages. On espère. Une médaille, ouais, que j'ai ramenée aussi, il me semble que j'ai ramenée, qui est juste au-dessus de ma tête, si je ne me trompe pas. Ouais, et donc celle-ci, bah, par exemple, c'est la médaille de ma première sélection en équipe de France. Ma première sélection en équipe de France, donc ça a été mes championnats d'Europe. Donc jeune, où je fais vice-champion d'Europe. Et donc ça a été, bah, je crois que ça reste mon plus beau souvenir de l'athlète. Donc c'est ma première sélection en équipe de France, donc c'est un peu logique. Mais voilà, c'est ça. Bon Kelly, il est l'heure d'offrir ton petit chef-d'œuvre à ma médaille. Allons-y. Bon, même s'il reste plus beau en vrai. Incroyable. C'est fou, bonne chance pour les JO. On croit en toi. Est-ce que tu veux bien le montrer peut-être à la caméra? Mais clairement, je le montre à la caméra. Mais c'est fou ce qu'elle dessine super bien, Kelly. Clairement. Bah c'est moi. Je sais pas si on peut faire un petit comparatif tu sais, de la vraie photo et du dessin, mais c'est moi, c'est la même chose. Je dirais même que c'est la photo, quoi. C'est fou. Donc bah, cette médaille que vous voyez sur le dessin, bah, elle est juste là. C'est votre première médaille? Première médaille internationale, ouais. Première médaille internationale, oui. C'est ça. Mais ce dessin-là, je le garderai précieusement à Kevin. Là, honnêtement, il est incroyable. Il est incroyable. Il dessine super bien. La petite flamme. C'est vrai, petite flamme, petit détail. Avec la petite signature aussi qu'on peut voir. Kelly. Non, franchement, je te remercie beaucoup. Et pour ça, je crois qu'on pourrait vraiment l'applaudir parce que c'est un travail incroyable. Vraiment. Voilà, tu auras quelque chose de Beuvrages pour t'accompagner à Paris 2024. Aussi. Mohamed Ali, on te souhaite le meilleur en vue de ta préparation au JO de 2024. Bah, je vous remercie. Et on merci à vous. aussi
merci pour tous ces commentaires et on vous remercie. Vraiment. Merci à vous, merci à vous. Voilà, on voulait vous prouver qu'il n'y a pas que les adultes qui se posent des bonnes questions, que nous, les jeunes, cherchons des solutions pour notre avenir, que nous voulons tous serein. Merci beaucoup. Et aussi, Il ne faut surtout pas oublier les caméramans, les modérateurs, Ouais. les scénaristes, les graphistes, les ingénieurs du son et encore tous les autres qui ont fait un travail de dingue. Sans eux, le live n'aurait pas été aussi abouti, il ne nous aurait pas autant ressemblé. Et nous? De quoi nous? Bah, les présentateurs. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. C'est notre présence exceptionnelle et notre joie communicative. Ok, donc tout le monde est félicité, c'est un travail d'équipe et je suis d'accord. Et moi? Ah oui, pardon, Mais Sherazade. tu fais partie de l'équipe. Un immense merci à Sherazade, hein, c'est un marraine énorme. Et à toi, Mohamed, qui nous a prouvé que la motivation est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Et pareil, je retiens encore une fois à vous remercier. Et puis vraiment, je vois que c'est une équipe incroyable que j'ai devant moi et que les spectateurs ne peuvent pas voir pour le coup. Mais sachez que l'équipe est incroyable. Vraiment, c'est un travail fait d'une manière vraiment. Puis encore une fois, je tiens vraiment à vous féliciter pour tout ça et vous remercier pour l'invitation, honnêtement. Merci d'être venu. Yes. Bon, sinon, dernier vue d'ensemble sur ce beau plateau. Ciao, kids. À plus.